Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio, à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Vous le savez, notre pays, le Maroc, s'est engagé dans une refonte de son système de santé. Plusieurs mesures accompagnent cette volonté et aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à un volet peut-être pas assez débattu, celui de la recherche et développement. Alors quelle place notre pays réserve-t-il à la R&D en matière de santé, surtout dans la perspective de la souveraineté sanitaire? De prime abord, le budget ou les budgets ne seraient pas suffisants, les ressources humaines ne se bousculeraient pas, la gouvernance ainsi que le cadre légal de la recherche médicale ne sont pas non plus des plus réjouissants à en croire certains. Est-ce à dire que la R&D n'intéresse pas nos décideurs ou est-ce que le problème se pose autrement? Nous ouvrons le débat avec nos invités dans le tour de table. Hicham Finiri, vous êtes professeur notamment en génie biomédical à l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes vice-président et directeur scientifique à Massir, également Chief Science and Technology Officer à l'OCP. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour. Merci. Également dans le tour de table, Radia Ashmanti Rouhari, vous êtes experte en industrie pharmaceutique et accès à la santé. Vous avez été directrice générale de grandes multinationales dans le secteur pharmaceutique. Vous êtes par ailleurs chercheuse et professeure invitée aux universités. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Radia Ashmanti Rouhari. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans le tour de table également, Jaafar Haikal, professeur de médecine et économiste de la santé. Vous êtes président du Centre d'analyse et d'études en épidémiologie et système de santé. Jaafar Haikal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous. Merci de ton invitation, Mehdi. C'est moi qui vous remercie. Enfin, Karim Ouldim, professeur de génétique médicale et oncogénétique qu'on reçoit via Skype depuis Fès. Vous êtes chef du laboratoire de génétique et oncogénétique du CHU Hassan II de Fès, également secrétaire général de la Société marocaine de génétique médicale. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Karim Ouldim. Karim Ouldim qu'on reçoit. Bonjour Karim Ouldim. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons le débat sur le thème de la recherche et développement dans le domaine de la santé. Œuvrer à développer sans cesse des solutions innovantes qui répondent à des besoins non encore satisfaits dans le domaine thérapeutique et pharmaceutique notamment. Beaucoup parlent de crise de la recherche et développement dans la santé publique, une crise de financement essentiellement, bien plus qu'elle n'est une crise de compétences. Dans les pays développés, les budgets alloués à la recherche et au développement sont conséquents et ils permettent de creuser le gap avec les pays sous-développés ou en voie de développement, ou à l'inverse, les budgets consacrés à la recherche tiennent souvent du dérisoire. Les perspectives de bénéfices y sont aussi limitées. Nous y revenons dans le débat. Au Maroc, l'enjeu est de davantage intégrer la recherche et le développement aux politiques publiques de façon à favoriser notamment l'accessibilité aux médicaments innovants à l'ensemble de la population sur la voie de la souveraineté sanitaire et en consécration du droit constitutionnel à la santé pour tous, car les inégalités existent et persistent à ce niveau. Et pourtant, le Maroc fait partie des rares pays de la région à être doté d'une industrie pharmaceutique performante et qui, de ce fait, se doit d'être en position d'innover et d'être au cœur de toute politique de développement scientifique. La crise pandémique du Covid-19 était d'ailleurs venue confirmer, s'il le fallait encore, l'importance stratégique de la recherche et du développement scientifique, car quand elle n'est pas au point, elle entraîne une dépendance néfaste et de nature à être fortement préjudiciable pour la population. La souveraineté sanitaire est une nécessité. Place au débat. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Radia Ashmanti Rouhari, je rappelle que vous êtes experte en industrie pharmaceutique. Peut-être une première réaction à l'éditorial. Écoutez, la recherche et développement, c'est un grand sujet, spécialement au niveau de la santé. Quand vous parlez du financement, ça peut être un frein, mais il faut savoir que la recherche biomédicale coûte excessivement cher. Parce que le plateau technique d'un laboratoire
c'est vraiment extrêmement onéreux. Et cette recherche, il faut de la persévérance et il faut de la longue haleine parce que les résultats prendront plusieurs années avant d'arriver. Et en fait, la recherche développement, il faut un laboratoire, un chercheur et un encadrant. Donc, quand on n'a pas un laboratoire qui est équipé de très haut niveau, forcément, un chercheur brillant se voit avoir plus d'opportunités ailleurs plutôt qu'au Maroc. Donc, on va voir nos chercheurs partir à l'international. Et donc, là, ça crée aussi un manque à gagner par rapport à la fuite des cerveaux. Et bien sûr, il faut un écosystème qui favorise la recherche et développement. C'est tout un mindset de chercheurs. Et ça peut être les défis majeurs, c'est le financement, la fuite des cerveaux qui va faire en sorte que ça va pas. On n'a pas beaucoup de recherche et développement au niveau du Maroc. Très bien, Jafar Haïkel, professeur de médecine et économiste de la santé. Merci beaucoup. Écoutez, pour l'édito à adresser les grandes lignes, je pense qu'il faut peut-être séparer les choses. Comme a dit Radia, il y a la recherche, j'allais dire, de laboratoire biomédical, il y a la recherche industrie pharmaceutique, mais il y a la recherche de terrain et la recherche action qui est aussi toute importante, qui coûte moins cher. Et qui n'est pas moins intéressante d'un point de vue de résultat. Quand vous voulez évaluer l'action d'une politique publique, c'est aussi de la recherche. Est-ce qu'on a bien fait de donner tel traitement? Est-ce qu'on a bien fait de donner la vaccination, oui ou non? Chez qui? Est-ce qu'elle a eu les bons résultats? Donc il y a aussi de la recherche-action sur le terrain. Donc il faut qu'on sépare les deux choses. Qui coûte très très cher en laboratoire de haut niveau, c'est les grands centres donc de recherche, et celle qui coûte moins cher et qui est tout aussi importante sur le terrain. L'histoire du financement, le sujet a été abordé dans l'édito. Le financement, c'est aussi une question de politique publique, c'est-à-dire comment nous voulons positionner la recherche comme étant un élément important structurant d'une décision ensuite politique. Parce que la recherche, on peut l'utiliser pour prendre des bonnes décisions. C'est pas uniquement on fait de la recherche parce qu'on a envie d'aller sur la planète Mars, on a envie de voir si un caillou bleu est mieux qu'un caillou rouge. Pas du tout. C'est que on peut, et d'ailleurs, dans les grands pays, je vous signale qu'aux États-Unis, dans d'autres pays, Canada, Suède, la recherche également est faite par le secteur privé, qui est extrêmement fort. Très très fort. Majoritairement, c'est porté par le privé dans les pays occidentaux. Bien sûr, c'est pas que le public. Et le troisième élément, l'édito en a parlé, on en rentrera en détail, c'est la notion que la crise sanitaire a accéléré cette réflexion. D'accord, on l'a vu avec plein de projets qui ont été faits par Masser, entre autres, etc. Mais également qu'elle a relié ça à la souveraineté sanitaire. Je crois que la recherche-développement est une problématique chez beaucoup de pays en voie de développement où il y a la fuite donc des cerveaux, etc. Mais pas que. C'est-à-dire que la souveraineté sanitaire, il faut pas la relier à la recherche, il faut les relier, comme dit Radia, à un écosystème. Est-ce que si vous mettez en place l'écosystème nécessaire pour faire donc de la recherche. Et la recherche, il faut encore une fois, la comprendre parce que, et c'est important que nos parlementaires le comprennent, c'est que la recherche devant, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, et on va aller faire comme ça donc de la recherche. Il faut qu'elle soit adaptée à un développement social et économique. Hicham Finiri, professeur en génie biomédical à l'université Mohammed VI Polytechnique. Oui, alors, le problème de la R&D, c'est un problème multidimensionnel. Il y a plusieurs éléments qui influencent la recherche et le développement dans un pays et il faut que tous ces éléments soient mis en place pour que ça puisse réussir. Monter en compétences, naturellement, c'est très important. Il faut avoir ces compétences au pays pour pouvoir faire de la recherche biomédicale. C'est pas surtout dans le domaine biomédical, ça prend du temps pour former les experts et donc c'est un investissement à long terme et de longue haleine. Donc il faut reconnaître ça et il faut que les bailleurs de fonds soient aussi conscients de cette réalité. Les infrastructures, bien sûr, ça c'est un autre problème qui nourrit, si tu veux, la R&D au Maroc et notamment, comme Radia l'a mentionné, pour ce qui est de la recherche biomédicale, c'est des infrastructures qui sont pas, c'est pas un laboratoire de chimie, par exemple. Quand on fait du biomédical, ça demande des équipements qui sont assez spécialisés, assez chers.
D'autre part, les financements de la recherche, ça c'est un autre problème. Il y a beaucoup d'éléments qui bloquent au niveau du financement de la recherche. C'est pas le manque de financement. En fait, un rapport récent que j'ai lu indiquait que pratiquement la moitié des fonds qui sont dédiés à la R&D au Maroc ne sont pas utilisés. C'est-à-dire que le 1 milliard de dirhams que les universités reçoivent est utilisé au-dessous de 50%. Et donc, demander au gouvernement, au ministère des Finances d'avoir plus d'argent, ça n'a aucun sens. Et donc ça pose un problème aussi. Et ça, c'est une problématique qui est liée plutôt à la gestion de ces fonds que à l'existence de ces fonds. Et ça, c'est un problème qui peut être réglé assez rapidement. Il y a plusieurs solutions, on va pas en parler tout de suite. Mais grosso modo, c'est ce que j'ai à dire sur ce point. Très bien. Karim Ouldim, professeur de génétique médicale et oncogénétique qu'on reçoit via Skype depuis Fès. Votre commentaire également par rapport à l'éditorial pour clôturer ce premier tour de table. Karim Ouldim. Oui, effectivement, ce qu'a dit, effectivement, ils ont fait le tour de la question. Il me reste de dire une chose, c'est que recherche, développement et j'ajoute innovation est une maintenant, c'est pas un choix, c'est une obligation stratégique d'un pays. D'autant plus le Maroc, il est bien positionné sur le plan géopolitique dans cette thématique et le Covid l'a montré. C'est-à-dire, ça a été soulevé, il y a un problème grave de gouvernance, grave. C'est pas un problème de moyens. Je vous donne l'exemple clair. On a 40 séquenceurs au débit, NGS. C'est concerne la nouvelle génération. 40 au Maroc, estimation. Donc, c'est pas un problème de moyens techniques. On a toutes les plateformes, c'est-à-dire l'équivalent qui existe en France en termes de plateau technique. Et je sais ce que je dis. Essentiellement dans la recherche biomédicale. On a les HPLC, on a le microscope électronique, on a le NGS, on a tout. C'est comme un centre à Harvard. Mais le problème, c'est un problème de gouvernance qui est lié entre les ressources humaines, les fonds. C'est pas un problème de fonds au début parce que le fonds apporte des fonds. Et si vous êtes structuré, et aussi, on a un problème d'ego de structure, d'ego de certaines structures, de certaines approches. Donc, il faut travailler en coordination entre les cliniciens, entre les fondamentalistes, entre les PhD, différentes spécialités, les ingénieurs, les data scientists, etc. Premier problème, et on a un problème législatif. Quand vous prenez par exemple les essais cliniques, on a un grave problème législatif qui nous bloque. Et je pense que le ministère de la Santé, et j'ai participé à l'élaboration de beaucoup de textes au niveau du ministère de la Santé dans la recherche biomédicale, il faut qu'il sorte pour que ce soit pas un frein. Et aussi, maintenant, je salue l'initiative de l'Agence du médicament qui doit être un facteur stimulant. Deuxième élément, c'est la recherche transactionnelle où moi je parle en tant que CHU, on l'a fait en pratique médicale. Beaucoup de thèses ont été publiées, de travaux, grâce au diagnostic qu'on fait en biologie moléculaire, qu'on fait en routine, en consultation, on les publie. Mais si on ajoute ça en coordination avec les universités actuelles, que ce soit les universités publiques, privées et les fondations, et aussi les agences, les structures de recherche comme Massel, et on a initié pas mal de choses dans ce sens, il faut que on a tous les grains. Il faut faire de la bonne chimie pour que ça réussisse la réaction chimique. Très bien, Jafar Laïkel, professeur de médecine et économiste de la santé. Alors globalement, quand on prend les budgets ou le budget réservé à la recherche scientifique dans notre pays, on se situe à un petit peu moins de 1%, alors qu'on voit un petit peu les ratios à l'international. On est au-delà des 3% pour certains pays. Je pense notamment à tout ce qui est Corée du Sud, je pense notamment à Israël qui dépasse les ratios internationaux. En même temps, nous avons beaucoup d'ambition. On parle notamment aujourd'hui de cette souveraineté sanitaire. On reviendra tout à l'heure effectivement sur la terminologie. Est-ce que véritablement on peut avoir la souveraineté sanitaire ou est-ce qu'il serait pas plus utile de viser la sécurité sanitaire et non pas la souveraineté puisqu'aucun pays n'arrive véritablement à l'assurer? Mais simplement sur le budget, 1% seulement qui est réservé à la recherche et développement. Est-ce que quelque part ce n'est pas
contradictoire avec cette volonté de recherche scientifique qui toucherait et qui intéresserait le secteur de la santé? Et puis, deuxième question dans le prolongement de la première, qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens comme Hicham Finiri qui nous disent, vous savez, même avec 1%, on n'utilise que la moitié du budget? Ouais. Merci. Je vais commencer par la deuxième partie. Je suis tout à fait d'accord avec Hicham parce que l'enjeu, il est. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit, par exemple, ministère de la Santé, le taux d'engagement du budget du ministère de la Santé, il est de 68%. 32% du budget n'est pas utilisé. Pour la recherche, la moitié. Si on voit de la recherche santé, par exemple, l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé, mais côté santé, je parle pas, c'est les ingénieurs, je parle pas, parce que j'ai aucune compétence là-dedans, mais uniquement dans le secteur donc de la santé. Eh bien, on a un gros problème de gouvernance. Je pense que mon ami généticien en a parlé, parce que très souvent, les fonds alloués, soit ils n'ont pas été alloués, ils sont là, ils sont alloués à un département ministériel. Je vais donner des exemples que moi j'ai vécu. Organisation mondiale de la santé, Agence française de développement, l'USAID, la JICA chez les Japonais, les Allemands, le font pour faire donc des projets. Ils le donnent pas aux universités. Ils le donnent au ministère de tutelle. Et le ministère de tutelle, pour que ça soit redistribué, c'est la croix et la bannière. Et donc, ces jeunes chercheurs qui vont être dans les universités ou dans les facultés et qui ont envie de travailler en coordination faculté de médecine, faculté de sciences ou école d'ingénieurs et médecine, par exemple, eh ben, ils vont rarement avoir ces fonds, et quand ils vont avoir ces fonds, c'est tellement compliqué, c'est tellement administratif que finalement, ils sont pas utilisés. Je peux vous donner également les bourses de recherche. Vous savez quel est le taux d'utilisation des bourses de recherche? Si je vous dis le chiffre, vous allez pleurer. Et donc là, on va essayer de se retenir. Dites-nous. Voilà, donc des bourses de recherche où des jeunes en master ou en PhD ne peuvent pas les utiliser. Donc c'est un enjeu majeur pour nous parce que non seulement c'est en deçà donc des normes, mais en plus dans ce que nous avons, ils n'arrivent pas au lieu où ils devraient être utilisés. Alors évidemment, on va vous dire oui parce qu'on manque de chercheurs. Non, on a plein de jeunes Marocains brillants. Et d'ailleurs, ils sont à l'international. Bien sûr, mais ils vont à l'international. Ils font leur master, ils font leur PhD en France, aux États-Unis, au Canada. Dès qu'ils ont leur PhD, ils reviennent pas. Ils sont pris comme des jeunes chercheurs là-bas. La notion de chercheurs chez nous n'est pas suffisamment valorisée, y compris par nos ministères de tutelle. C'est-à-dire avoir un chercheur. C'est-à-dire que finalement, si je comprends bien ce qui est dit jusqu'à présent, c'est que on a les budgets, ils ne sont pas utilisés, mais au final, ce n'est pas la faute aux chercheurs et aux personnes qui font justement, qui gravitent autour de la thématique qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus des procédures administratives qui bloquent. Oui. Donc quelque part, on vous donne le budget, mais on vous donne pas les moyens de le débloquer. Et exactement. Et de gouvernance et j'allais dire de parcours, si je peux m'exprimer, de parcours de cet argent. C'est tellement compliqué. Je vais vous donner un autre exemple sans citer de nom, comme ça, il y a eu des bourses de recherche pour aller, par exemple, dans des séminaires pour aller se former, qui sont restés dans des tiroirs dans certains ministères, qui sont restés dans des tiroirs non utilisés. Et quand, excusez-moi, mais une question avant de creuser davantage ce qu'on est en train de dire par rapport au budget qui serait difficilement débloquable, mais quand ces budgets s'additionnent, ça va où cet argent? Je veux dire, à un moment donné, ça retourne aux finances, et donc on les réinjecte, le même argent est réinjecté l'année d'après, en fait, c'est ça. Ça retourne. Très bien. Tout à fait. Vous voulez peut-être réagir, Hicham Finiri, professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique, toujours par rapport à cette question de déblocage des fonds, concrètement, juste pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour nos chercheurs, notamment les jeunes, de débloquer cet argent. Elles résident où, ces difficultés d'ordre administratif? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai pas travaillé durant ma carrière au Maroc, donc je vais pas faire de commentaires sur le système marocain. Mais moi, je suis plutôt à penser à des solutions plutôt qu'à parler des problèmes. Et il faut comprendre les problèmes pour trouver des solutions. Le problème, on le sait. Les fonds ne sont pas débloqués. Mais pourquoi? Point barre. À quoi ça sert Ok, d'accord. On peut creuser si tu veux dans cette direction. On va tout comprendre, mais il y a énormément d'éléments qu'il faut ajuster, que ça va prendre trop de temps. Et donc il y a des législations, il y a des règlements, il y a des politiques qu'il va falloir changer. Et ça prend du temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? C'est ça la question qui m'intéresse. Par exemple, ce qu'on a essayé de mettre en place à l'université Mohamed VI Polytechnique, c'est une unité de gestion de fonds.
cette unité de gestion de fonds, elle a tous les éléments pour gérer les fonds de recherche. Et elle le fait pour l'écosystème marocain, pour les universités marocaines. La Fondation OCP a mis des fonds dans cette unité de gestion de fonds qui les distribue aux chercheurs méritants pour travailler sur des sujets qui sont d'intérêt économique et qui ont un impact économique et social au pays, en Afrique. Donc ça, c'est une solution et le retour a été très positif de la part des universités marocaines et des chercheurs marocains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans toutes les universités marocaines. Et l'argent proviendrait d'où dans ce cas? Ça, c'est au ministère de... L'université Mohamed VI des Polytechniques, ça c'est OCP. Vous avouerez, et vous serez peut-être d'accord avec moi en disant que l'OCP n'est pas du tout dans son rôle, mais c'est bien dans le cadre de la RSE, on est d'accord, mais c'est pas fondamentalement son rôle. Son rôle, c'est le phosphate, plus ou moins. Donc du coup, pour que le modèle soit séduisant, il va falloir peut-être qu'il soit duplicable au niveau des autres universités publiques qui ne dépendent pas forcément de la fondation ou d'OCP. Et donc, les fonds viendraient d'où concrètement? Donc, moi, je parlais d'un modèle. Et je veux juste corriger quelque chose. L'OCP, c'est pas que les phosphates. Bien sûr, non, mais bien évidemment, mais c'est essentiellement les phosphates. On est d'accord. C'est bien plus que ça. C'est toutes les technologies actuelles et du futur. Donc, les fonds peuvent venir de tous ceux qui veulent y mettre de leur. C'est-à-dire que si le ministère des Finances veut financer la recherche, si le ministère de l'Enseignement supérieur veut financer la recherche, si le ministère de l'Industrie veut financer de la recherche, on peut créer ces unités auprès de chaque université au Maroc pour qu'ils puissent gérer ces fonds de manière efficace. Autonome, c'est-à-dire que... De manière autonome, ça serait une organisation qui serait indépendante et qui gérait ces fonds de manière, accountable, je sais pas comment on dit ça en français. Reddition des comptes. Voilà. Responsable. Donc, et qui permettrait de faire avancer la recherche. Entre-temps, on va essayer de comprendre, on va essayer de creuser pourquoi ça bloque au niveau des autres ministères ou des instances gouvernementales qui sont responsables de ça. Mais ça, là, n'est pas le problème, à mon avis. Il faut plutôt penser à des solutions pour arriver à faire avancer la recherche au Maroc. Quand vous dites l'argent pourrait provenir de toute personne ou toute entité qui voudrait bien participer dans le cadre de notre pays, justement, puisque nous parlons essentiellement du Maroc, à votre avis, l'argent viendrait d'où pratiquement, encore une fois, parce que quand on voit le secteur privé, il ne s'investit pas trop dans la recherche et développement. Quand on voit les budgets qui sont justement alloués à la recherche dans notre pays, vous prenez un petit peu au niveau de la CGM, etc. Il y a eu des initiatives intéressantes, mais la réalité des choses, c'est que on n'est pas sur le même modèle que ce qu'on peut voir en Occident, où c'est le privé qui prend le dessus et l'État n'est là que pour compléter pratiquement, c'est la cerise sur le gâteau. Donc moi, je vous pose vraiment la question en me disant, voilà, il y a un problème sur la source de financement. Nos entreprises ne sont pas tournées vers la R&D, c'est un fait. Donc l'argent viendrait d'où? De l'international ou véritablement du national? Parce que le cas que vous avez cité est très intéressant, sauf que derrière, il y a OCP. Et OCP, ça règle beaucoup de problèmes, parce que rien que sur le chiffre d'affaires de cette année, je crois que vous avez dépassé les 1 milliard, les 100 milliards de chiffre d'affaires. Le plan d'investissement d'OCP, c'est pratiquement 10% du PIB marocain. Donc, c'est une formidable machine. Les universités marocaines n'ont pas cette chance. Je vais... quand je dis que n'importe qui peut contribuer à des fonds de recherche, c'est un process. Donc nous, on développe un modèle, on voudrait démontrer que ce modèle marche et on aimerait motiver la communauté marocaine et africaine à faire pareil. Tu prends le budget, par exemple, je suis en train de regarder le budget de Harvard, 50% du budget, 49% vient de endowment et gifts. Oui. Et l'État contribue 12%. Oui. C'est pratiquement rien. Mais parce que Harvard a beaucoup de donateurs. 18%. Non, mais Harvard a beaucoup de donateurs qui sont d'anciens lauréats de l'université qui ont bien réussi. Quand vous avez des universitaires, des anciens d'Harvard comme Mark Zuckerberg, comme le patron de Microsoft, Bill Gates, etc. Forcément derrière, vous avez une machine qui est prête justement à soutenir le projet. Au Maroc, est-ce que vous voyez des milliardaires
issus d'universités marocaines. Grand point d'interrogation. Il faut catalyser le processus. Donc, on est en train de catalyser, de démarrer ce processus. Une fois qu'on a démontré que nos chercheurs sont capables de générer des résultats qui sont utiles et applicables et qui font avancer l'économie marocaine et africaine, à ce moment-là, les autres vont suivre. Radia Chmanti, vous voulez peut-être réagir, experte en industrie pharmaceutique. Moi, je pense, si on veut revenir au basics, c'est que la recherche et développement, c'est un mindset. C'est une culture. La recherche est dans l'innovation et qu'on encourage la créativité et l'innovation au sein de l'entreprise. Et en tant que État, vous l'avez très bien cité, on est à 0,8%, alors que c'est entre 2 à 4% de PIB au sein des autres pays. Et quand je dis que c'est une culture et c'est un mindset, c'est que quand on grandit et quand on évolue dans l'esprit de la recherche, même quand on arrive à des responsabilités au sein de l'université, au ministère ou autre, notre objectif principal, c'est de la recherche. Aujourd'hui, je pense que les universités, leur objectif principal aujourd'hui, c'est la formation. Et la recherche, c'est accessoire par rapport à la formation. Donc, si moi, j'ai cette fibre de chercheur et je sais que j'ai un doctorant qui a besoin de fonds, qui a un projet qui est en cours, qui risque d'être bloqué et peut-être sa recherche risque d'être impactée, eh ben c'est le sens de l'urgence et on va faire les mains et les pieds pour lui fournir ce financement. Moi, j'ai un exemple d'une chercheuse qui a pris l'initiative, qui a fait une recherche, qui a publié, qui a gagné un prix et qui n'a pas, et ce prix-là, il allait l'injecter pour continuer sa recherche et c'était le parcours du combattant. Donc, je pense qu'on doit développer cet esprit de recherche. Nous, quand à notre époque, avoir un PhD, c'était le Graal. C'était tout le monde aspirait à avoir un PhD. Aujourd'hui, on est plus dans école de commerce, école d'ingénieur, bac plus 5. L'objectif ultime, c'est combien je vais toucher de salaire, combien je vais réussir, la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des mindsets pour changer les états d'esprit. Alors, le mindset est fondamental et il est très important. On pourra en parler aussi davantage si vous le souhaitez. Simplement, le modèle qui a été entrepris au niveau de l'université Mohammed VI Polytechnique, est-ce que pour vous, il est duplicable? Parce que l'idée, c'est de le dupliquer, d'après ce que nous dit, en tout cas, ou de ce que je comprends de ce que dit Hicham Feniri. Est-ce que vous, à votre avis, on peut le faire sans avoir derrière un mastodonte comme OCP? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que cela est faisable. Encore une fois, en ouvrant la porte à toutes les bonnes volontés pour cotiser, pour mettre de l'argent, etc. C'est très bien, l'idée est très belle, elle est très séduisante. Dans les faits, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de structurant et qui pourrait être structurante de la recherche et développement au Maroc, sachant qu'on n'a pas justement cette culture du don, que Harvard, Oxford, je sais pas moi, le Stanford, etc. ont des gens qui ont réussi et ces gens sont dans le give back, sont dans quelque part dans on redonne à l'université ce qu'elle nous a donné d'une autre manière. Aujourd'hui, combien de gens qui ont réussi au Maroc sont issus de ces universités? Et là, la question, enfin pour moi en tout cas, elle est posée. Et ensuite, je me dis que si ça n'existe pas, ce modèle n'est peut-être pas duplicable. Qu'est-ce qu'en pense justement l'experte justement en industrie pharmaceutique? Alors, par rapport à l'industrie pharmaceutique plus précisément, aujourd'hui, si je fais la recherche et développement, c'est que j'en ai besoin. C'est que c'est vital. Si jamais je la fais pas, je vais aller dans l'obsolescence. Aujourd'hui, si Microsoft investit X billions de dollars dans la recherche, c'est parce qu'il sait s'il le fait pas, demain son produit ne sera plus valable. Est-ce que c'est vital aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique? C'est non. Pour une raison très simple. Pourquoi est-ce que je vais investir si on va vers la recherche et développement de base qui se fait au niveau de l'université, ça coûte extrêmement cher. En général, c'est comme ça que ça marche. La découverte de molécules se fait au niveau des universités et c'est financé par le gouvernement. Et après, cette molécule passe
à l'industrie pharmaceutique qui va faire les études phase 2, phase 3, phase 4, etc., qui coûtent excessivement cher pour découvrir une molécule. Aujourd'hui, est-ce que les industriels pharmaceutiques sont prêts à mettre des dizaines de millions de dirhams pour développer une molécule? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Non, parce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'une molécule innovante, on part en Inde, je cherche le master file et je vais fabriquer immédiatement. Voilà. Est-ce que le fait de ne pas faire la recherche et développement met à risque mon business? Pas du tout. La même chose, si vous me dites, est-ce qu'il y a des fonds qui vont, des mécénats et tout, ils vont le faire en temps de give back, mais c'est pas vital. C'est ça ce que je vais dire aujourd'hui. Maintenant, on peut investir dans l'innovation, améliorer les process, améliorer des molécules pour les rendre moins chères, pour les adapter à notre besoin local. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Maintenant, il y a un point qui est très important qui a été évoqué, c'est celui de la recherche clinique. La recherche clinique, elle est très importante pour la levée de fonds. Ça permet de financer et d'équiper complètement les plateaux au sein des hôpitaux quand il y a une étude clinique. Ça permet de former les investigateurs et les experts, donc en termes de développement de compétences. Ça permet de donner l'accès à des médicaments qui n'existent pas encore et apporter une solution aux patients. Ça permet d'améliorer la prise en charge thérapeutique parce que le process au niveau de l'étude clinique est tellement rigoureux et tellement draconien que s'il est suivi pour le patient qui est au sein de l'étude, il va être suivi également pour le patient qui n'est pas à l'extérieur et qui n'est pas dans l'étude. Mais en 2011, il y a eu l'arrêt complet des études cliniques parce que, soi-disant, la loi, il faut avoir une loi. On a eu la loi. En 2012, il y a une circulaire qui a été mise en place et avec laquelle aujourd'hui on travaille. Les décrets d'application ne sont pas tous là, donc les études cliniques sont très importantes pour le développement de la recherche et développement au sein des pays. Et aujourd'hui, nos pays ont un rôle à jouer parce qu'on peut se positionner, parce qu'on a les patients naïfs qui n'existent pas au sein de l'international. Aujourd'hui, la guerre de la Russie et l'Ukraine, il y a beaucoup d'études cliniques qui vont vers ces pays qu'on peut récupérer. Au sein du Maroc, c'est aussi une source de financement qu'on peut considérer. Jafar Laïkal est juste après Karim Oulim qui veut réagir. Allez-y, Jafar Laïkal, professeur de médecine. Et économiste de la santé. Est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat? Allez-y, j'adore ça. Alors, je crois en même temps l'ECP est un excellent exemple et un mauvais exemple. Soyons honnêtes, en scientifique autour de cette table, ayons quand même de l'honnêteté intellectuelle. S'il vous plaît. On va pas comparer l'université Mohamed VI Polytechnique aux autres. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pour donc de haut niveau, vous avez également un peu plus de moyens pour le payer et lui donner de bonnes conditions de travail. Allez visiter l'université, c'est un bijou. C'est une très belle... Je peux vous dire la même chose pour l'université internationale de Rabat, qui est également un magnifique... Ça ne veut pas dire que les autres universités sont là. Ce que je veux dire, c'est que on ne joue pas, et encore dans le bon sens, qu'on interprète pas mal mes paroles. On ne joue pas dans la même cour. Donc, il faut qu'on ait le courage de le dire. Mais surtout, excusez-moi de vous interrompre, Jafar Laïkal, mais surtout, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, vraiment, c'est que là, le système permet de bypasser, si vous voulez, les problématiques administratives et donc, du coup, les salaires, etc., le débloquement des financements, etc., ne pose pas problème, alors que dans l'écrasante majorité des universités qui font de la recherche ou supposées faire de la recherche, la problématique reste posée. Quand on essaye de comprendre quelles sont les problématiques, non, il faut dupliquer le modèle. Lequel modèle est peut-être difficilement duplicable parce que derrière encore il y a un problème d'argent. Je vais vous donner la parole. Alors encore une fois, soit on veut choisir le modèle OCP qui est un
super modèle, et qu'on le duplique partout. Et dans ces cas-là, on va prendre ce qu'on appelle, des champions nationaux dans différents domaines, sans citer de nom, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des télécoms, et on va faire comme ce qu'a fait l'OCP, on crée des champions et qu'on les adosse à des universités, et à des universités publiques, et qu'on les soutienne, qu'on soutienne les chercheurs, qu'on soutienne les trucs. Ça, c'est un modèle. Ou alors, on se dit non, on veut rester un modèle purement public, on va pas faire intervenir les grosses boîtes privées, on va faire un modèle purement public, et dans ces cas-là, il faut que ça soit les collectivités locales, ou les régions, ou les communes, ou que sais-je, ou les ministères, qui participent. Ou sinon, on va tourner en rond. Ce n'est pas possible. Les salaires ne sont pas les mêmes. Les plateformes ne sont pas les mêmes. Un appel d'offres, quand vous voulez faire un appel d'offres, c'est la croix et la bannière, c'est énormément c'est-à-dire, il y a une certaine flexibilité je ne dis pas encore une fois, je suis mais pas en train de qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place, Jafar Ekkal? Est-ce que c'est de chercher cette flexibilité qui est souhaitable, bien évidemment, une bonne gouvernance, ou est-ce que c'est tout simplement de réparer les vices de forme, j'ai envie de dire, dans le système d'octroi des bourses et des fonds, tout simplement, qui sont alloués? Et de la manière de fonctionner, et de la gouvernance de l'université. Il faut qu'on sorte de ce carcan administratif, dans le bon sens du terme, Donc, identifiant les points de blocage. Mais ils sont connus, les plans de blocage, il faut qu'on ait le courage politique de les changer. Ils ont réussi à les changer à l'UM6. Non, mais ils sont pas mais ils sont pas assujettis à contraindre. Donc ils n'ont pas eu alors, changeons les autres. C'est pas eux qu'on doit tirer vers le bas, c'est les autres qu'on doit tirer vers le haut. Attention, je ne suis pas en train de dire dans l'université publique on ne fait rien, où il n'y a pas de chercheurs, on a des gens brillants dans le public qui font des choses formidables, mais donnons-leur plus de moyens, plus de flexibilité administrative et moins de procédures bloquantes, paralysantes. Attention, avec l'hasboum, c'est-à-dire on les évalue. 2 mesures ou 3 mesures bloquantes. Par exemple, les appels d'offres, l'octroi des bourses aux chercheurs, les plateformes et la possibilité de salariat pour les bons chercheurs. Si vous voulez ramener les Marocains qui sont à l'étranger venir travailler comme chercheurs au Maroc, donnez-leur, je vous demande pas de leur multiplier leur salaire par 10 ou par 15. Ce que je veux dire, donnez-leur des salaires décents de qui puissent faire de la recherche. Et ceux qui sont déjà là, également, donnons-leur les moyens d'être de vrais enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, c'est surtout des enseignants. Ils ont les capacités d'être des chercheurs, mais ils n'ont pas les moyens. Karim Oulim, professeur de génétique médicale, qu'on reçoit via Skype depuis Fès, vous voulez réagir? Effectivement, merci beaucoup. Alors, en fait, je vais parler de la vie réelle. Moi, nous, on était dans le rêve. Tu vas nous ramener à la réalité. Allez-y, Karim. Non, je parle de ce qu'on vit. Alors, les moyens, on les a. Mais quel est le problème? C'est purement législatif. Et moi, j'étais directeur de l'Institut de recherche sur le cancer. Je connais la problématique au niveau national. J'ai travaillé pas mal de structures dont j'ai enseigné ou travaillé en partenariat, que ce soit les fondations ou au niveau université publique. Tout simplement. Je vais prendre quelques exemples réels. L'argent, on l'a on les a. Parce que quand vous avez des dizaines de laboratoires d'ANAPAT, c'est de la biobanque, ça. Et les chercheurs autour de la table connaissent l'importance des biobanques. Comment vous imaginez qu'on veut faire de la recherche biomédicale, on n'a pas de biobanque réelle, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Parce que nous, on a visité quelques structures avec tous les services d'ANAPAT et de génétique au niveau du Maroc. Il faut qu'on crée une biobanque. Une biobanque n'est pas autofinancer la recherche, tout simplement. Qu'on met en place une vision nationale, de réseau national de biobanking. Ce que j'ai lancé en oncologie, et c'est en cours, mais on doit être plus rapide. Parce que le biobanque, source de financement, on n'a pas de problème de moyens. On a un problème de gouvernance essentiellement lié à la législation. Notre collègue au niveau de l'Université Mohamed VI parlait de la recherche clinique. Effectivement, la recherche clinique que j'ai y participé, tout simplement, on a toutes les compétences nécessaires. Par exemple, en oncologie, on a les laboratoires, on a le NGS, on a les services cliniques on a 160 médecins oncologues au Maroc qui sont très compétents. Au niveau international, je sais ce que je dis. Des radiothérapeutes niveau international, des enseignants, des spécialistes publics et privés. Malheureusement, le texte, tout simplement, qu'ils sortent le texte et qu'il soit rapide et on va pas tripler. Je peux dire, ça va être fois 100 et je sais ce que je dis. Ça veut dire que tout simplement, un petit papier avec une efficacité administrative, on règle le problème. Deuxième élément. Premier élément, biobanque. Source de financement, d'autofinancement.
C'est-à-dire qu'ils n'augmentent pas le 0,8%. C'est pas la peine. Même de diminuer. Parce qu'on peut s'autofinancer, parce que ça va apporter des financements à l'international. Je parle d'une autre problématique, je vais que énumérer. Moi, en tant que médecin généticien, une grande partie des data des prélèvements sortent à l'étranger. Je vais dire un chiffre dont je ne peux pas prouver à 100%, mais c'est des estimations. Nous, en tant que structure qui travaille dans le domaine de la génétique médicale, le karyotype, la fiche, la biomol, le NGS, l'exome, le World Exome, le World Genome, etc. On estime 22 millions de dirhams qui sortent en sous-traitance. C'est estimation. C'est au gouvernement de nous donner le chiffre. Imaginez 22 millions de dirhams qui sortent en sous-traitance. En plus de la data avec la cerise sur le gâteau. Tous nos data en génomique sortent à l'étranger. Et on ne peut pas développer de la data, c'est-à-dire, on ne peut pas développer, de la bioinformatique si on n'a pas de data. On a d'excellents étudiants en bioinformatique. On a formé pas mal. Et on a lancé une stratégie de réseau d'oncogénétique avec Ben Gurir, avec l'UM6P, et aussi avec l'UM6SS, avec beaucoup de structures. On a créé, par exemple, le premier master de biobanking au niveau de l'Euromed pour créer la nouvelle génération de spécialistes en biobanque. Sachez que la sous-traitance, et voyez normal qu'actuellement, on a 40 médecins généticiens. On a d'éminents scientifiques dans les facs de sciences, dans les universités du M6P, d'excellents chercheurs à l'échelon mondial et les différentes universités. Alors on en voit encore le karyotype, on en voit la fiche. Quatrième élément, au cinquième, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver, c'est les kits. Nous, en tant que CHU, on achète trop cher les kits. À kit on peut fabriquer, de kits de fiches, que la Masser, je le salue, qu'elle a initié, qu'il faut encourager la fabrication de kits. Pourquoi j'achète un kit de PCR? Quand je dis je, c'est pas moi, c'est-à-dire nous, on peut le fabriquer, on a des compétences, on a les ingénieurs. On peut être autonome et ça va créer de la richesse. On commence par ça. Après, la recherche fondamentale viendra systématiquement et c'est eux qui vont taper à la porte du Maroc, dire on veut travailler avec vous, vous êtes des compétents. Et on peut aller en Afrique avec ça. Mais c'est un problème purement qui nous fait sortir que les textes d'application de la recherche clinique. Ça va bouleverser le climat de la recherche au Maroc en très positif. Et je ne fais pas de différence privé et public, les deux. Très bien. Deuxième élément, des textes de loi de biobanque. C'est simple, ils sont disponibles, on fait copier-coller avec, il y a la loi éthique internationale, il y a une réglementation internationale, on peut travailler dans les règles. Et on a soulevé la problématique, je termine, sur la protection des données. On vient de lancer avec la CNDP, c'est protéger les données génomiques du Maroc. C'est pas pour interdire, c'est pour savoir où vont nos données, pour récupérer, retour d'investissement. On commence par ça, qui est des choses très simples, qui peut être très rapide avec l'approche du nouveau système de santé. Je pense qu'on a tous les atouts de réussir. On a tout pour réussir. Très bien. Hicham Finiri, vous voulez réagir, professeur en génie biomédical de l'université Mohammed VI Polytechnique. Nous, on cherche que les problèmes, en fait, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Je sais pas où commencer. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Non, mais surtout par exemple par rapport au kit Massir, puisque c'est une vraie question qu'on s'est posée. C'est vrai que autant que je me souvienne, en 2020, on avait notamment le ministre de l'Industrie et du Commerce qui nous disait on a mis en place des kits PCR, je pense Covid, etc. qui fonctionnaient très bien, qui étaient moins chers, et donc on n'allait plus les importer de Chine. Force est de constater qu'aujourd'hui on importe toujours et on comprend pas. C'est-à-dire que voilà qu'il y a eu de la recherche, qu'il y a eu du développement, qu'il y a eu de l'accompagnement et puis finalement, il y a quand même de la devise qui sort du Maroc. Donc quelque part, quel est le signal qu'on envoie aux chercheurs? Durant la première phase de la pandémie, c'était le cas, mais c'est plus le cas. Maintenant, on produit tous les kits dont on a besoin au Maroc, pour le Covid en tout cas. Et pour les autres tests, Massir, la Fondation Massir a produit déjà 5 ou 6 kits qui sont déjà commercialisables. Il y en a qui sont commercialisés, d'autres qui sont commercialisables, en dernière phase de préparation pour commercialisation.
Et on peut en développer des dizaines, voire des centaines d'autres. Ça, c'est pas un problème. On a les capacités, les connaissances, l'expertise pour faire tout ça. Ça, c'est... Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, l'État est le booster quelque part, parce que au niveau des structures publiques, voilà, on doit peut-être avoir privilégier l'approche nationale par rapport au produit national. Alors vous me dites qu'au niveau de la Covid, c'est fait. Au niveau, je sais qu'au niveau de Massière, il y a eu d'autres tests, d'autres PCR qu'on a mis en place, notamment pour le cancer du sein, je pense, etc., et un certain nombre d'autres pathologies. Ce qui est aujourd'hui exploitable commercialement, l'est-il véritablement? Et est-ce que vous avez le soutien de l'État? Et quand je dis l'État, le gouvernement, je parle notamment du ministère de la Santé, au niveau des hôpitaux, des CHU publics, des centres de santé publics. Est-ce que cela s'est fait? Est-ce que vous sentez que véritablement vous êtes épaulé? Ou est-ce que la recherche est complètement décorrélée de l'aspect commercial et que derrière il n'y a pas ce push pratiquement, j'ai envie de dire, des pouvoirs publics? Moi, je crois à l'économie de marché. J'ai fait toute ma carrière à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, et je crois dans le secteur privé. S'ils veulent commercialiser ou importer et vendre, c'est leur droit. Mais et je crois aussi, bien sûr, à une disons autonomie nationale pour certains types de traitements et de maladies et de diagnostics. Et donc ça, c'est un effort. Il y a un effort qui peut se faire au niveau gouvernemental pour pousser un peu plus cet effort, c'est sûr. Et supporter les travaux, par exemple, de la Fondation Massière. Tout support du ministère de la Santé serait le bienvenu, et du ministère de l'Industrie aussi. Donc, nous, on est preneurs, mais mais on peut pas compter sur le gouvernement, si tu veux, pour qu'on crée ce marché. Le marché, il existe. Il y a des opportunités au Maroc pour vendre, et en Afrique aussi. Maintenant, c'est à nous de développer et de jouer le jeu. C'est vrai que pour mener à bien une commercialisation d'un kit, ça prend énormément de ressources. On peut préparer le kit, on peut faire le packaging, mais pour le mettre sur le marché, c'est des compétences qu'on n'a pas. On n'a pas à la Fondation pour le mettre vraiment sur un marché international. On les a pas. Donc, mettez-le au moins sur le marché marocain et le marché de l'Afrique du Nord. Ça, c'est quelque chose de plus ou moins assez. Oui. Enfin, vous appelez comment ça, l'access marché, vous appelez, enfin, Radia Ouali pourra l'expliquer mieux que moi, mais l'accès au marché. Voilà, voilà, c'est en anglais, j'ai oublié le go to market. Le go to market. Ça, c'est quelque chose que les industriels maîtrisent relativement assez bien, que ce soit des industriels marocains ou internationaux. On est en négociation avec certains acteurs économiques marocains en ce moment pour la distribution et la commercialisation de certains kits. Ça, c'est en cours. Ça, c'est un effort qui a pris plusieurs années pour se réaliser. Et il va se réaliser, j'espère, à court terme. Alors, il y a le dossier, on va dire, des kits dont on a parlé, PCR et autres, mais il y a aussi, par exemple, le sujet des respirateurs. On en a beaucoup parlé, et ça, c'est pas directement lié peut-être à Massière, mais en tout cas, c'est en lien avec notre sujet par rapport à la recherche et développement. Pendant la crise Covid, on nous a parlé effectivement de la mise en place d'un respirateur 100% marocain, qui allait sauver des vies, etc. Et puis après, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois après, on nous dit non, c'est un problème d'homologation. Le ministère de la Santé n'a pas encore homologué ce qui a été mis en place. Bon, 2 ans, 3 ans après, on voit que l'histoire des respirateurs marocains, on n'en parle plus. Moi, mon sujet, pourquoi je pose cette question, c'est simplement, encore une fois, le signal qu'on envoie aux investisseurs, aux chercheurs, justement, parce que le produit est là, l'homologation 3 ans. Alors bon, il y a peut-être un sujet sur lequel on doit se pencher, parce que il y a le temps de la recherche, mais il y a aussi le temps de l'économie et du marché et du commerce, parce que in fine, on ne fait pas ça juste pour la gloire, on le fait aussi pour une histoire d'argent et d'autonomie sanitaire. Oui. Alors les dispositifs biomédicaux qui rentrent en contact avec les humains sont difficiles à homologuer. Ça, c'est un fait. C'est pas comme un diagnostic. Un diagnostic, c'est on prend un échantillon, c'est l'infirmière qui le prend, on fait un test et puis c'est bon. Alors que un respirateur, c'est très invasif. Ça rentre en contact avec le corps humain et ça demande des essais cliniques. Et cette homologation prend du temps. Moi, si j'étais un investisseur qui venait des États-Unis, je n'investirais pas dans ce dispositif
parce que ça n'a pas été testé cliniquement. Donc, à la limite, je comprends pourquoi ça n'a pas été homologué. Maintenant, de promettre que ça va être homologué, c'est ça qui m'a inquiété. Donc, parce que ça prend du temps, ça prend une infrastructure et un savoir-faire. Excusez-moi, mais est-ce que ça veut dire par exemple que d'autres sous d'autres cieux qui auraient inventé ces respirateurs qui existaient, qu'on a vu, puisqu'on les ramène de l'étranger, on les achète et on les ramène ici au Maroc, est-ce que par exemple pour homologuer leur système, ils ont pris 3 ans? Plus que 3 ans. Et nous, on peut pas faire de leapfrog justement pour capitaliser sur l'expérience qui a été menée sur ces respirateurs étrangers. Ma collègue Radia vous dira que les essais cliniques prennent du temps et quel que soit le traitement que vous développez qui rentre en contact avec le corps humain prend du temps. Et il y a une séquence d'étapes à suivre. C'est très rigoureux. Il faut la respecter de bout en bout. Pour établir que l'instrument que vous développez ne va pas causer des problèmes. Donc c'était un élément communicationnel pendant la crise pour nous rassurer en fait. Je sais pas, je peux pas commenter là-dessus. Très bien. Radia Chamanti-Ouari, vous voulez réagir, experte en industrie pharmaceutique, vous n'êtes pas tellement d'accord avec ce qu'on vient de dire. Non, en fait, moi je vais citer un cas pratique. Parce qu'on peut pas parler de la recherche et développement et du médicament sans citer mon professeur Ednan Armel, et qui est un cas pratique. Moi, j'aimerais bien que ça lui a pris 20 ans. Donc, vous avez, Jaafar, tu as parlé de leadership. C'est l'exemple même de leadership, de l'engagement, de la persévérance, de la patience et de l'optimisme exceptionnel. Un médicament purement marocain, un booster d'antibiotiques très utile pour les patients en cas de résistance aux antibiotiques. Il est vital. Et moi, j'aimerais bien qu'on le prend comme un cas d'école et voir avec professeur Ednan Armel depuis le temps zéro où il a commencé sa recherche jusqu'à avoir l'autorisation sur l'autorisation de mise sur le marché qui était un parcours de combattant parce qu'il a, c'était le premier, c'est normal, mais il faut pas qu'un deuxième vive la même expérience. Donc, déjà pour financer ce projet, pour trouver quelqu'un qui va lui faire confiance, laboratoire pharmaceutique. Et là, je salue Sotema qui se sont engagés avec lui dans ce projet et le mettre sur le marché. L'idée, c'est de prendre ce cas, cette expérience, et essayer de déceler quels sont tous les points de blocage et tous les points qui ont retardé le process, et de les fluidifier et pour permettre à d'autres expériences de réussir et avoir d'autres médicaments sur le marché. Je voudrais quand même votre point de vue sur les respirateurs, parce qu'on nous dit, voilà, pendant la crise, moi j'y ai cru, comme un certain nombre de nos concitoyens, on nous dit, voilà, les respirateurs, on a réussi à mettre en place un respirateur 100% marocain, il va être homologué, on va l'utiliser. Puis finalement, pchit, on n'a plus entendu parler. Je vais vous dire une chose, il est fort probable qu'on n'en entende plus parler jusqu'à la prochaine crise, peut-être. Enfin, peut-être, je suis pas devin, mais plus ou moins le sujet a été enterré. Si on n'en parle plus, ni au niveau du ministère de l'Industrie, ni au niveau du ministère de la Santé, ça c'est un fait, c'est pas une opinion. Donc à partir de là, quand on promeut ces respirateurs qui n'adviennent pas 3 ans après, sous prétexte logique, recevable, peut-être pourquoi pas que ça prend beaucoup de temps, qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, est-ce que pour vous c'est quelque chose de recevable ou pas? Alors si c'est recevable, à quoi bon avoir communiqué sur cela pendant la crise et nous avoir donné un espoir qui finalement n'a pas vu le jour? Alors, les dispositifs médicaux, comme les médicaments, c'est réglementé, ils doivent suivre un processus d'approbation au sein de la direction de la pharmacie et du médicament. Dans le cas du médicament, comme j'ai dit aujourd'hui, il y a des dossiers qu'on ramène tout fait, qui ont des autorisations soit FDA, soit EMA. Et on fait les analyses, le médicament est là, le produit, et après on le valide et on le sort sur le marché. Pour le matériel, pour le dispositif médical, c'est une première. Aujourd'hui, il faut créer tout un processus pour pouvoir le valider et l'approuver. Donc c'est compliqué parce que c'est la première fois que la direction de la pharmacie et du médicament va devoir valider un produit qui est purement marocain.
Mais la règle, c'est que... Ça aussi, c'est pour accompagner la recherche et développement. C'est là on parle de la réglementation. Et j'entends bien, Radia Chpantewari, simplement, moi, comme je comprends pas trop ces sujets-là, je vais quand même être insistant. L'ADMP, lorsqu'on lui ramène un respirateur d'une marque étrangère, américaine ou japonaise, ou peu importe le pays... pour qu'elle puisse valider ce respirateur au niveau marocain, elle doit faire un travail, on est bien d'accord. Ou est-ce qu'elle se base justement sur les autres agences, les autres agences de médicaments, etc., et de la pharmacie, les autres DMP, on va dire, dans d'autres pays, pour se dire si c'est bon aux États-Unis, c'est que ça sera bon forcément pour les Marocains. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Donc du coup, il n'y a pas d'effort intellectuel de cette direction. Quand ça vient de l'étranger, c'est forcément bon. Pour le médicament. Si j'ai bien compris. Alors, pour le médicament, il y a le dossier, toutes les études cliniques qui ont été faites à l'étranger. Toutes les études cliniques sont déjà faites, on a les résultats, donc on se base sur ces études cliniques, mais quand même, on prend un échantillon du médicament et on fait le test pour vérifier est-ce que les composants de ces médicaments et le dosage est exactement ce qui est écrit au niveau des documents. Et pour le matériel médical? Le matériel médical, c'est pour ça, c'est pas aussi simple qu'un médicament. Il se base sur il faut qu'il soit commercialisé au niveau du pays d'origine, et puis il y a la documentation qui le suit. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a pas longtemps, le dispositif médical n'était même pas validé. C'est une réglementation qui vient d'être mise. Excusez-moi, mais si par exemple, effectivement, on suit le raisonnement qui est le vôtre, c'est-à-dire que si c'est bon ailleurs, c'est que c'est forcément bon ici quand il s'agit de matériel médical, puisque finalement, voilà, on voit que le pays émetteur est un pays aussi qui dispense ce genre de matériel dans les cliniques et les hôpitaux, etc. Ce pays en question a des procédures. Ces procédures sont duplicables. On peut avoir accès à ces procédures-là. C'est pas un secret défense non plus. Donc à partir de là, qu'est-ce qui nous empêche de faire cet effort? Mais il faut juste le temps pour mettre tout ça en place. Il faut les politiques, il faut les... très bien, Jafar Haïkel. Alors écoutez, moi je suis absolument pas d'accord. J'adore mes amis, mais je suis absolument pas d'accord. De deux choses l'une. Soit on estime qu'il faut des procédures, et dans ces cas-là, il fallait pas fabriquer les respirateurs. Il fallait pas prendre des ingénieurs marocains, et on a d'excellents ingénieurs, et dire on va fabriquer les respirateurs, sachant qu'ils n'auront jamais l'homologation. Ça, il y a une schizophrénie quelque part. C'est de deux choses l'une. Soit on estime qu'on a besoin de respirateurs et qu'on a des ingénieurs, et ça c'est reconnu mondialement, on a des ingénieurs marocains de très haut niveau, et on a fabriqué quelque chose, et on a planifié l'homologation pour utiliser, soit ou alors c'était vraiment un coup de pub politique. Et il faut qu'on soit quand même logique avec nous-mêmes. On peut pas d'un côté dire on a mobilisé des têtes pensantes marocaines, des ingénieurs, fabriquer des respirateurs, en faire une communication politique extraordinaire, ce qui est une bonne chose. Moi j'étais heureux d'avoir des respirateurs marocains, et après on dit mais franchement, c'est très compliqué, c'est très long, c'est pas possible, il faut que ça soit homologué, et finalement c'est pas homologué. Il y a quelque chose qui va pas. Soit il fallait pas le faire, soit s'il fallait le faire, il fallait qu'on se prépare et qu'on mette en place toutes les règles et les procédures d'homologation. On va pas donner des respirateurs pour soigner des patients marocains alors qu'il y a un risque pour leur santé, ça c'est clair. Mais dans ces cas-là, il fallait pas le faire. Ah non, c'est pas clair. Je suis désolé. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'un des ministres en question disait que on n'a pas d'homologation, mais si jamais on en a véritablement besoin et on est en crise, on va les utiliser. Et donc là, ça fausse tout. Alors dans ces cas-là, et ça, c'est, on peut retrouver ce passage sur YouTube. Attention. Alors ça, c'est un enjeu majeur. Ça, c'est un enjeu. Ce que je dis, c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on met sur la table. C'est pour ça qu'il faut pas dire non, les respirateurs, si on les fait au Maroc, il faut quand même du temps pour l'homologation. S'il fallait il fallait pas les fabriquer. Il fallait qu'on importe, comme aujourd'hui, sans citer de marque, on importe les respirateurs au Maroc aujourd'hui par plein de boîtes qui sont de différents pays, et on les accepte. Parce qu'ils ont été. Mais si on a des respirateurs marocains et on croit dans l'ingénierie marocaine et on pense que c'est dit, il fallait se préparer pour le faire. Je ferme cette parenthèse. Juste peut-être un point, parce que Radia Chpantewari a donné a fait son commentaire, a donné son avis là-dessus, mais je voudrais quand même le vôtre, Jafar Haïkel. Encore une fois, ces respirateurs, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le message qu'on envoie aux chercheurs, puisque c'est le sujet, la recherche scientifique au niveau médical. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la DMP? Je sais qu'elle va disparaître et qu'on aura l'agence du médicament et des matériels, etc. J'entends bien. Mais qu'est-ce qui empêche la DMP de reprendre le texte qui régit l'achat de ces respirateurs en France, au Guatemala, je ne sais pas, aux États-Unis, ce que vous voulez, et de le lire et de faire un texte qui serait peut-être un peu plus adapté? Est-ce que ça prend 3 ans? Est-ce que ça prend 4 ans? Justement, de mettre en place ça ne doit pas prendre autant de temps. Et puis après, les essais qui vont avec. D'ailleurs, j'ai un contre-exemple. Personne ne s'est plaint quand les vaccins anti-Covid, ils ont pas mis 20 ans de recherche pour les vaccins anti-Covid.
Combien ils ont mis de temps? Ils ont mis 1 an, et pourtant on les a utilisés. Non, il y a un précédent pour ces vaccins. Excusez-moi. Est-ce que pour le vaccin Covid, est-ce qu'on avait 10 ans de recul? Non, on n'avait pas 10 ans de recul, mais on les a utilisés. Mais je suis le premier à promouvoir l'utilisation du vaccin. Non. Et j'ai même moi-même utilisé 3 doses et je fais sa promotion. Il y avait des essais cliniques qui ont été faits dans le cas depuis 10 ans. Pour ce genre de vaccin RNA, ils sont passés par les essais cliniques au niveau des États-Unis. En tout cas, ceux qui sont basés sur les mRNAs. Oui. Ceux qui sont basés sur les méthodes classiques, c'est des méthodes qui sont très très bien établies. Oui. Le virus, c'est un virus qui sort pas de l'ordinaire. C'est un virus il y a des précédents. Le virus de influenza ressemble énormément à ce virus. Donc les procédures étaient déjà mises en place et les tests pouvaient être accélérés. Et vu le contexte, je le comprends. Maintenant, pour revenir au point. J'avais un deuxième point. Juste pour allez-y, très rapidement. En ce qui concerne les respirateurs, les fameux respirateurs, à l'époque, on connaissait pas le contexte, on savait pas combien la pandémie allait durer. Donc il faut qu'on reconnaisse ça. Quand les ingénieurs marocains sont lancés dans la construction de ce respirateur, on sait pas si elle a duré 10 ans, 20 ans ou pour toujours. Donc pour moi, c'est une très bonne initiative. Le fait que les Marocains ingénieurs se sont lancés dans cette construction, bien que l'homologation ne soit pas bien résolue, bien étudiée peut-être, mais il fallait commencer quelque part. Ça, c'est une très bonne étape pour moi. Maintenant, vu que l'évolution, on a eu les vaccins, les choses ont commencé à se calmer, etc. Donc on n'a plus besoin de respirateurs. Exactement. Donc c'est passé un peu dans les oubliettes. Mais ça peut revenir. C'est-à-dire qu'il y a un précédent maintenant. C'est comme la littérature scientifique. On fait du travail, c'est publié et ça reste là. Et puis un jour, on revient. Mais quand on en a besoin. Ouais, mais vous pensez véritablement qu'on n'en aura pas besoin le Covid, c'est terminé? Oui. Parce que vous avez dit qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre et aujourd'hui on voit la recrudescence. Mais il n'y a pas une urgence. Il n'y a pas une urgence. Donc il n'y a pas d'urgence, le process peut prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un peu plus. Jafar Laïka. Écoute, pour peut-être revenir à notre sujet, on a fermé la parenthèse donc des respirateurs et ça peut concerner tellement d'autres équipements qu'on importe au Maroc et qu'on peut fabriquer par des ingénieurs marocains. Quand on veut faire les choses, ce matin, je pense que vous êtes au courant, ce matin l'université Mohamed VI P a signé un partenariat avec le premier groupe de santé au Maroc pour faire de la recherche en oncologie, pour faire des soins en oncologie. Vous voyez qu'on peut faire des choses avec une entreprise privée, le premier groupe de santé au Maroc, avec l'UM6P. Pourquoi ce n'est pas faisable avec les autres universités, avec des entreprises privées? Pourquoi on le fait pas? Ils l'ont signé ce matin, c'est public, je trahis pas de secret, c'est UM6P et Agditan, ils ont signé pour faire de l'oncologie et de la recherche en oncologie, de la recherche clinique, des soins des patients, mais c'est formidable. Ne me dites pas, Mehdi, que ça c'est compliqué pour que des universités avec des partenaires privés puissent ensemble faire de la recherche, avoir des étudiants et développer, comme vous avez fait pour les kits, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On va revenir au même point. Encore une fois, bien sûr, j'ai pas la gentillesse politique de mon ami Hichem. Mais ce que je veux dire, il faut du courage politique. Il faut des décisions politiques. Alors, des fois, c'est pas aussi compliqué que vraiment. Il y a des choses qu'on peut accélérer. Tu connais, Radia, pour les AMM, il y a des fois, ça dure. Il y a des prix de médicaments qui, des fois, certaines industries pharmaceutiques attendent 1 an et demi pour avoir un prix. 1 an et demi. Les AMM, tu connais les dossiers. Ça n'a rien à voir avec la recherche et développement. Ce que je veux dire, les procédures. Non, je suis revenu à ça. C'est pour te dire que des fois, ce sont les procédures administratives qui bloquent les chercheurs, les scientifiques, l'université, l'innovation, ce que tu veux. C'est que c'est pas toujours une question d'argent. C'est une question les procédures et les procédures. Donc finalement, tout en restant dans le cadre de la loi. Moi, je veux. Donc finalement, ce que ne voulait pas débattre tout à l'heure Hicham Finiri, et c'est son droit, parce que finalement, lui, culture anglo-saxonne, moi, focus, résultat, c'est très bien, mais bon, nous, focus aussi problématique pour résoudre les problématiques et essayer d'apporter des véritables réponses pour ne pas adresser un faux problème. Donc, est-ce qu'on pourrait être d'accord pour dire tout simplement aujourd'hui que la première pierre à l'édifice à mettre en place, en tout cas pour essayer d'avancer un petit peu, c'est de lister toutes les procédures bloquantes
bloquantes et de se dire voilà ce qu'on peut régler tout de suite, voilà ce qu'on va régler sur le moyen terme et voilà ce qu'on va régler sur le long terme. Est-ce que c'est par cela qu'on devrait commencer? Je pose la question à Karim Ouldi parce que je sais qu'il veut réagir. Je vous laisse réagir, mais je voudrais aussi qu'on puisse apporter une réponse par rapport à cette proposition. Est-ce qu'on liste au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, parce que la recherche c'est au niveau des universités, et donc on a des procédures bloquantes, identifiant ces procédures bloquantes pour au moins exploiter le budget de 0,8% du PIB de manière plus convenable, sans pour autant l'augmenter comme vous dites, même si tout à l'heure vous avez proposé carrément de le baisser, mais ça c'est une autre histoire. Karim Ouldi. Merci. Alors, on en parle de cette problématique. Si vous faites, par exemple, que l'historique de 1980 ou 1975, et vous revenez, on en parlera on a parlé de ça. Même si en 1980, j'avais 5 ans. Mais au fait, tout simplement, on en parle depuis 60 ans. Ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, et le monde a montré que recherche, développement, innovation est égal, tout simplement. Ce qu'a dit notre collègue, ce qu'ils ont fait en partenariat avec un groupe de santé, c'est extraordinaire. Tout simplement, c'est l'association publique. Le public a les compétences. Il sera toujours là. Parce que le public a un rôle à jouer au niveau universitaire. Le privé a un rôle joué au niveau de recherche et développement, innovation. Et aussi les fondations. Je parle privé, public, fondation. Je parle du système de santé parce que c'est ça le système de santé qui est en relation avec tout ce qui est universitaire et aussi agence et plutôt structure de recherche associées. Et aussi les pharma marocaines ou internationales. Donc c'est pour cette raison que tout simplement il faut que ce mélange soit en coordination, que ces lois participent à un passage rapide, sans aucun problème, bien sûr régulé, qui respecte les normes, et l'éthique, déontologie, ce que vous voulez, en termes de réglementation. Mais qu'il faut que la loi suive en biobanque, en data. Et imaginez maintenant, si vous voyez un petit peu les derniers articles, dont je suis sûr que nos collègues sont au courant, que maintenant on parle de médecine de précision. Et vous voyez dans les références en médecine de précision, c'est les data, c'est l'intelligence artificielle, c'est la clinical genomics, et c'est la phénomics et l'environnement. Donc, c'est la médecine de précision. Je ne rentre pas dans les détails. Et il faut que si le Maroc veut se positionner à l'international, il a la capacité de mettre en place ces structures, cette approche. Maintenant, combien on a de brevets en termes d'intelligence artificielle? Maintenant, la mammographie, elle est dotée de l'intelligence artificielle. Et une femme peut faire la mammographie, avoir le résultat en quelques secondes, le temps qu'elle sorte de la radiologie, elle a le résultat. Donc, on peut faire des centaines par jour. Donc, l'intelligence artificielle a réglé un problème de santé, mais on l'a développé grâce à quoi? Grâce aux données de radiologie et d'imagerie qui a permis de mettre en place de l'intelligence artificielle, de deep learning, etc. Donc, c'est des choses qu'on a et qui n'hésitent pas énormément. Je sais que l'UM6P a le plus grand data center qui est avec un supercalculateur, mais tout simplement, on a des milliers de scientifiques. On a le data supercalculateur, mais il faut les connecter, c'est tout. Et les data, on les a. On fait des milliers de radiologies par jour qu'il faut interconnecter. Donc, et tout simplement, on a déjà ça. Ça ne nécessite pas de l'argent et de réfléchir. On fait ça maintenant, peut-être aujourd'hui, demain. Si on veut le faire, on peut le faire commencer demain, mais à condition que quand on dépose au comité d'éthique, quand on dépose à la DMP, c'est pas 3 ans, pas 5 ans. C'est pas, on va pas les faire donner à l'héritage à nos enfants. C'est-à-dire, je vais les laisser le dossier. Je me dis à mon fils, le dossier, vous bataillez pour ça parce que j'ai pas pu le faire pendant 40 ans. Il faut aller rapide. Le monde est là dans la rapidité et les données d'aujourd'hui disparaissent demain. Donc, il faut revoir la stratégie. Si on commence, parce que on parle de stratégie depuis quand mais il faut passer à l'action un jour. On a tellement parlé de stratégie. Ce que vous avez dit en termes de depuis, mais j'en parle depuis. Mais si vous prenez un scientifique 1975, vous aurez les mêmes remarques. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est-à-dire qu'on doit passer à l'action. Le monde n'attend pas. Nos malades n'attendent pas. En 2030, on aura 63 000 nouveaux cancers. 70 000, pardon. 70 000 entre 60 000 à 70 000 nouveaux cancers par an. Donc, il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on soit présent en médecine fétale, en échographie morphologique. On peut créer des systèmes d'intelligence artificielle en échographie. C'est des choses qu'on peut faire. On a des scientifiques.
Sinon, ils vont être repris, ils sont déjà repris. On a 3000 médecins qui sont partis, au Canada, l'Allemagne, la France. On veut des statistiques. Combien de, et comment on forme quelqu'un et on l'envoie. Alors qu'on a la capacité d'avoir un retour d'investissement. Donc, il faut demain passer à l'action. Très bien. Alors, le message est clair, il faut passer à l'action. Le discours est un discours plutôt ancien, ancestral. Ouais, les stratégies sont bonnes. Il faut passer à l'action. Ouais, très bien. Il faut passer à l'action. Rajesh Mantewari, expert en industrie pharmaceutique et accès à la santé. Simplement, voilà, je voudrais qu'on puisse rebondir aussi sur le point qui a été cité par Karim Oulim, à savoir finalement ces médecins, ces têtes pensantes, j'ai envie de dire ces chercheurs qui partent à l'international. Est-ce que véritablement il est de l'ordre du possible justement de pouvoir les ramener en attendant que vous puissiez justement racler un petit peu le fond de votre voix, n'hésitez pas. Hicham Finiri, simplement, on a réussi à vous ramener de l'international justement pour un beau projet. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui on peut dupliquer encore une fois, comme un petit peu le modèle dont on avait parlé? Est-ce que vous avez l'impression que les compétences marocaines que nous avons perdues sont rapatriables quelque part? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et vous en êtes finalement un exemple. Encore une fois, l'UM6P, c'est très particulier, les moyens sont particuliers, mais pour le reste, on fait comment concrètement si on veut les faire revenir? En tout cas, moi, je pense que tous les Marocains vivant à l'étranger veulent rentrer au Maroc, surtout les scientifiques. Tôt ou tard, ils sont très rattachés à leur pays. Ça, c'est quelque chose qui, quand j'ai quitté le Maroc il y a 38 ans, je suis sorti avec l'idée de revenir et de faire avancer la science et l'innovation au Maroc. Et donc, c'est comme ça que ça... Et ceux qui sont passionnés par la recherche et l'innovation le resteront toujours. Et bien sûr, leur passion pour leur pays est tout aussi forte. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut il faut assurer un certain nombre de conditions pour qu'ils puissent continuer à produire et à contribuer à la société. Et leur contribution est tout simplement de pouvoir faire leurs travaux de recherche et d'innovation. C'est de créer cet écosystème pour qu'ils puissent faire tout ça. Comme Jafar l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison que les autres universités marocaines ne puissent pas attirer le talent marocain qui est à l'étranger. Si on arrive à régler notamment les problèmes qui ont été mentionnés. Tout à l'heure, tu avais posé la question, si on identifie toutes les procédures bloquantes et qu'on essaie de les régler, est-ce que ça va faire avancer la science? Certainement. Et combien de temps ça va prendre? Et là, ça me ramène à la question fondamentale, qui est reliée bien sûr à cette idée d'attirer la diaspora marocaine de l'étranger, c'est de penser à des alternatives pour résoudre ce problème. À mon avis, essayer de comment dire en anglais, beat around the bush, c'est-à-dire tourner autour du pot pour arriver au résultat final. On peut y arriver, on peut ne pas y arriver, on peut créer plus de problèmes. Alors, autant penser à de nouvelles solutions. Et donc, les solutions sont là. Il y a des solutions. Et il y a des modèles à suivre. Et il faut les adopter. Il faut avoir le courage de les adopter. Et je pense que c'est ça, la beauté de l'UM6P, c'est que il y a beaucoup de courage. Et de même pour la Fondation Masser, c'est une fondation pionnière, dans le sens où ils se sont lancés, et tous les chercheurs qui y ont cru, et qui se sont adossés à cette fondation, y ont cru du fond, du cœur, et ils ont pris cette route, cette aventure, et ils ont réussi. Donc il n'y a pas de raison, et avec des moyens très limités, pour mentionner la question des moyens, c'est des moyens qui sont vraiment très très limités par tous les standards, même les standards marocains. Donc il y a moyen de faire de belles choses dans ce pays.
Jean Farakel, sur cette question de retenir et surtout de ramener les talents, justement, qu'est-ce qui pourrait les motiver aujourd'hui concrètement? Et que, bon, on a parlé un petit peu des choses qu'il va falloir changer, bien évidemment, le cadre fiscal, on en a peut-être pas parlé, mais il y a un cadre fiscal spécifique à la recherche qui doit être mis en place. Il y a aussi tout ce qui est financier et déblocage des fonds dont on a un petit peu parlé. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place de plus pour arrêter l'hémorragie de la fuite des cerveaux et puis faire éventuellement rapatrier le reste? Et est-ce que véritablement c'est utile pour le Maroc de rapatrier les chercheurs, notamment que nous avons à l'international, ou est-ce que on devrait les laisser approfondir leur savoir et être utiles justement là où ils sont et prodiguer justement, être des courroies de transmission pour les nouvelles générations? On est dans un cadre de mondialisation, tout le monde bouge, pourquoi pas les nôtres finalement? Oui, tout à fait. Moi je peux parler par exemple au niveau du Conseil de l'Ordre, on voit, nous perdons chaque année à peu près 700 médecins qui partent chaque année, 700 médecins qui sont des bac plus 8 ou des bac plus 12 selon la spécialité et qui partent. Pourquoi un brillant monsieur comme Hicham, qui a brillé aux États-Unis et qui brille maintenant au Maroc, pourquoi il est rentré dans son pays? C'est pas uniquement l'argent. Bien sûr, il faut un minimum d'une rémunération décente pour un chercheur, comme ce monsieur, qui a quitté le Maroc il y a 38 ans, comme il l'a dit. Il y a un minimum, donc, de rémunération décente, mais il y a surtout l'environnement, l'écosystème que vous mettez à ma disposition. Vous pouvez pas ne pas me donner un salaire décent et ne pas me donner l'écosystème. Encore une fois, et tous ces Marocains qui sont à l'étranger, et ils vous disent pas, ne nous faites pas l'évaluation, faites-nous l'évaluation. Dans notre métier, nous on est des scientifiques, quand vous publiez, vous existez. Vous ne publiez pas, vous n'existez pas. C'est aussi une des mesures, c'est pas la seule, mais une des mesures de la production scientifique et de la recherche. Il faut aussi être flexible pour nous, on a essayé de le faire pour les médecins. Il faut qu'on le fasse pour les ingénieurs, pour des gens comme si Hicham, etc., où il faut pas les obliger à, imma minnou minnou la kullu kullu. Imma bqalhe, ou là, j'étais drôle, bqahna, ma tkhorch. Je caricature. Il faut trouver des moyens pour que une personnalité comme si Hicham en face de nous, qui est un scientifique, puisse travailler ici, former des jeunes Marocains et tout, etc., et pouvoir également faire d'autres choses aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Il faut créer un cadre de flexibilité à ces chercheurs, parce que quand un Marocain est parti, bon, il est revenu, mais qui est parti à 38 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, dans différents domaines, informatique, ingénierie, ce que vous voulez. Il a construit sa vie là-bas. Il a fait plein de choses. Et donc, vous pouvez pas lui dire, si vous revenez chez nous, revenez dans votre pays d'origine, mais il faut couper les ponts de l'autre côté. C'est compliqué. Et on a une famille, on a un environnement de recherche. Donc, il faut non seulement donner un salaire décent, et ça, c'est possible. Il y a des moyens pour donner, quand on fait des partenariats, on en a parlé tout à l'heure avec le privé, même l'État devrait faire un effort, et plus vous allez permettre de la recherche et de la production, plus vous allez contribuer au développement socio-économique. Parce que la recherche n'est pas uniquement budgétivore, la recherche va être également impactante pour le développement social et économique. La recherche, c'est pas des fonds perdus, c'est, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de moyens, mais c'est également la possibilité qu'on utilise cet argent pour faire de la production et faire tourner. Vous créez tout un écosystème. Donc, pour moi, flexibilité, un salaire décent. Je dis pas un salaire mirobolant, mais un salaire décent. Plein de jeunes Marocains m'ont dit, ne vous demandez même pas, on l'a vu chez des ingénieurs, on l'a vu chez des médecins, ne vous demande pas de me donner le salaire à Boston ou Harvard ou à Stanford ou à Berkeley, mais donnez-moi au moins une rémunération décente en fonction de ma formation et ce que je peux produire pour mon pays. Mais ça va créer une sorte de concurrence peut-être vue par certains comme étant déloyale, ou en tout cas ça va créer une sorte de distorsion entre les chercheurs locaux et les chercheurs à l'international. Même les chercheurs locaux. Parce que finalement, il sera difficile, je finis juste ma question, mais il sera peut-être difficile d'expliquer à un Marocain que son doctorat de l'université marocaine X est moins important que le doctorat de Berkeley ou voilà, ça sera un petit peu compliqué. C'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut qu'on ait un référentiel en termes de production scientifique, en termes d'encadrement, de formation. Vous l'avez dit tout à l'heure en off. On est enseignant-chercheur. On a X heures d'enseignement, mais on doit avoir X heures de recherche et que cette recherche doit correspondre à quelque chose. Combien vous avez publié? Combien vous avez encadré de master, de PhD? Qu'est-ce que vous avez produit? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'université? Qu'est-ce que vous avez fait pour la recherche-développement? Il y a plein de belles choses. Encore une fois, c'est pas que je fais de la promotion de l'université 6P, mais ils ont plein de choses, ils ont publié et ils ont fait des choses qui sont en rapport avec
la production privée, c'est-à-dire avec le développement. Non mais, mais justement, quand vous prenez l'exemple de l'UM6P, justement, il me semble, et je parle sous le contrôle de Hicham Finiri, puisqu'il connaît l'institution mieux que moi en tout cas, un professeur qui ne publie pas est un professeur qui ne restera pas. Or, dans une université marocaine, un professeur qui ne publie pas est un ça, professeur c'est pas normal. Il faut leur modèle. Leur modèle est bon. C'est tout à fait normal. C'est l'évaluation. Il faut qu'on ait cette culture d'évaluation. Je le dis, pour ne pas toucher personne. Dans notre culture, dans le domaine médical, et je m'inclus moi-même, on est chef de service, on est prof de médecine, il faut qu'on soit évalué. On peut pas être chef de service ou prof de médecine à vie si on n'a pas des évaluations. Il faut qu'on ait, et qu'on accepte. C'est dans le bon sens. L'évaluation, c'est pas de l'inspection. Mais combien d'étudiants on a rencontrés, combien on a publié, qu'est-ce qu'on a fait, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai travaillé au Canada, aux États-Unis, je suis désolé, tous les 4 ans, on est évalué. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Vous pouvez plus être chef d'unité, vous avez publié ça, vous avez fait telle recherche, et on vous évalue, et au contraire, ça nous tire vers le haut, ça nous permet de progresser. C'est pas une sanction. On a toujours l'impression, l'évaluation, ça va être une sanction. Pas du tout. C'est l'amélioration continue. Hicham Finiri, vous voulez réagir, professeur de génie biomédical, sur ce que je viens de dire? Est-ce que je dis une erreur ou est-ce que c'est à peu près correct? L'université, les universités publiques, j'ai l'impression que, et ça je parle vraiment sous le contrôle des différents professeurs autour de la table, voilà, on n'est pas forcément obligé de publier. Quand on publie, il y a publication et publication, toutes les publications ne sont pas équivalentes, les revues scientifiques ne sont pas équivalentes, il y a des degrés. Est-ce que tout cela est vu, alors que par contre, je sais qu'au niveau de l'université Mohamed VI de Polytechnique, là, l'obligation de publier, je crois qu'elle est inscrite dans l'ADN de la structure. C'est la culture académique. Quand on recrute quelqu'un dans une université, déjà le recrutement doit se faire selon des critères de très haut niveau. Donc, tu recrutes pas n'importe qui. Et quand tu recrutes, c'est un investissement à vie. Okay, donc, et d'une part. D'autre part, c'est pas quelque chose qui se fait au début et que tu ranges dans un tiroir. Un professeur, il faut l'entretenir, c'est souvent des gens qui, certains de mes collègues vous diront qu'ils sont difficiles à gérer, mais c'est un caractère, c'est des penseurs, c'est des gens qui passent leur vie à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Donc si on ne nourrit pas cette envie de continuer de faire la recherche, naturellement, ils vont abandonner. Mais naturellement, ils vont plus être intéressés et naturellement, leur production va diminuer. Donc c'est à l'administration de l'université de faire en sorte que ces chercheurs restent motivés tout le temps. C'est pas que le chercheur, c'est pas que la responsabilité du chercheur. Vous voulez réagir à Karim Ouldim, professeur de génétique médicale qu'on reçoit via Skype depuis Fès. Je reviens à ce que l'évaluation, effectivement, l'évaluation, c'est le b.a.-ba. Si on n'évalue pas, l'université ne va pas évoluer que les CHU, les universités et les structures. Donc, l'évaluation, elle est systématique, elle doit être systématique, elle doit être revue. Même les critères vont être revus. En termes de critères, etc. Les critères 2023, c'est pas le critère 2030. Je reviens sur une chose, c'est que aussi un des freins de recherche et développement, parce que essentiellement dans la recherche transactionnelle, par exemple, maintenant séquencer un exome très important, que ce soit dans la pratique médicale ou séquencer un génome, ça devient de la pratique médicale, c'est plus de la recherche. Mais comment vous voulez qu'on développe des choses alors qu'on achète fois 50, par exemple, ou fois 100, ou des kits de réactifs, par exemple, de NGS. Comment vous voulez que quelqu'un aux États-Unis le séquence, par exemple, à 30 €, moi, je vais le séquencer à 500 €. Donc, il faut que l'État intervienne. C'est vrai que le marché est libre, je suis d'accord, mais il faut qu'il y ait c'est-à-dire, il faut encourager. J'ai, par exemple, 100 000 dirhams pour un projet sur la génétique de l'épilepsie. Comment vous voulez que je fais des examens ou des panels de gènes et j'achète plus cher qu'aux États-Unis, en France et en Chine. Donc, c'est un frein. Donc, je ne peux pas publier des articles avec la nouvelle technologie. Je vais publier avec la technologie dont je ne peux pas, de technologie de 2010 ou de technologie de 2015. Et c'est pas et l'impact facteur va chuter jusqu'à avoir un petit impact facteur, donc ce qui est normal. Donc donc le coût des réactifs est important, et le coût des réactifs il est lié aussi à quoi?
chacun travaille dans son petit coin parce que j'ai un petit nombre de patients. Mais si, par exemple, imaginez demain, on veut faire une cohorte de par exemple, la génétique de l'épilepsie ou la génétique du cancer du côlon, et je regroupe tous les cancers du côlon du Maroc sur une plateforme. Le coût, ça va chuter. Donc, c'est une affaire aussi de gouvernance et une affaire de coordination. Toutes les structures sont là. Maintenant, j'ai dit que, par exemple, je dis l'exemple de la génétique parce que je le maîtrise et c'est un exemple. Et en termes de recherche, la recherche dans le domaine de la génomique, si vous voyez un petit peu l'évolution du marché mondial, c'est des milliards de dollars. Et le rapport, il est sur Internet. Une partie de ce rapport, il est payante, mais certaines données, ils sont publiés, ils sont connus. C'est des milliards de dollars en termes d'investissement. Et le Maroc ne peut pas être, en tant que Maroc, avec toute l'histoire du Maroc, dans la recherche, dans le développement, il a un poids, il est bien classé en Afrique. C'est vrai qu'il a un petit peu régressé, mais à cause de ça. Mais on a toutes les compétences. On a formé des gens, nous, ils sont partis en France, ils sont partis au Canada, aux États-Unis. Mais le problème, c'est quoi? Quand j'attends un réactif 3-4 mois, et quand je veux l'acheter, je l'achète plus cher qu'aux États-Unis. Alors que c'est pas le même. Les États-Unis, ils ont 90 billions de dollars, par exemple, dans l'INH américain. Donc, il faut qu'il y ait la gouvernance, c'est pas qu'une affaire du gouvernement, c'est aussi la gouvernance des universitaires, des universités, et la gouvernance en termes aussi de gestion d'ego. Dans les universités connaissent cette problématique d'ego, il faut arrêter l'ego. Premièrement, travailler sous forme de plateforme commune, maximum de data, et partager les data en interne selon des conditions qui respectent toute la réglementation interuniversitaire. Voilà, des choses pratiques. Et on a tous les atouts de réussir. Quand les gens vont voir cette réussite, déjà, les choses suivantes, les gens vont rentrer systématiquement. Non, en tout cas, on espère que les gens rentreront systématiquement, comme vous dites. Dernier petit point. Les gens, on est là. Il faut aussi, il y a les gens qui sont à l'extérieur, mais aussi les gens qui sont là. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Vous avez absolument raison. Les gens qui sont là, il faut absolument les mettre en valeur, bien évidemment. Simplement, avant de clôturer le débat, il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui, on a des chantiers, on a plusieurs chantiers au Maroc. Tout est important. La réforme de la santé est bien sûr en lien avec le sujet de la recherche scientifique. Je pense que c'est suffisamment évident, mais je le dis quand même. Simplement, on ne peut pas ouvrir tous les fronts et être partout en même temps. Et il va falloir peut-être, Hicham Finiri, qu'on puisse définir clairement quels sont les secteurs qui sont prioritaires dans la santé et la recherche scientifique. Est-ce que, par exemple, ce travail a été fait, que ce soit au niveau du ministère ou là au niveau de Massir ou au niveau de quelques institutions, quelles qu'elles soient, pour qu'on sache où est-ce qu'on doit mettre le paquet fonction du profil épidémiologique que nous avons dans notre pays. On sait bien évidemment que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité, suivi des cancers, suivi d'autres maladies éventuellement. Est-ce que, voilà, on se dit aujourd'hui, on met le paquet sur telle ou telle sorte de recherche pour essayer de alléger le déficit au niveau des caisses, favoriser l'espérance de vie des Marocains, etc. Est-ce que ce travail est fait ou pas? Moi, je pense que, je vais utiliser un mot qui va pas plaire à certaines personnes, mais il faut être opportuniste. Il faut choisir le créneau, il faut choisir les secteurs et se positionner pour réussir le plus rapidement possible. Oui, mais réussir où? Il faut choisir ses batailles. Justement. Donc, exactement. Donc, par exemple, on a déjà énuméré les différents problèmes et limitations, les roadblocks qui nous empêchent d'avancer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte, avec ces limitations, pour essayer d'arriver à des résultats qui ont un impact, qui, disons, augmenterait notre crédibilité, si tu veux, auprès du gouvernement, des acteurs économiques, des industriels, pour qu'ils puissent investir. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc, dans le secteur biomédical, ce que nous avons choisi, c'est les diagnostics, c'est les biosimilaires, c'est un domaine qui, on se lance pas dans la recherche fondamentale, loin de là. On est plutôt dans l'appliqué avec un client en bout de parcours. Il nous faut absolument avoir un client qui va être le réceptacle, si tu veux, de ce qu'on fait. Donc ça, c'est notre approche.
Et pour le pays, j'ai pas encore une vue globale de ce qui se passe ici sur le plan biomédical. Je commence à avoir une idée, mais je peux pas me prononcer globalement, si tu veux. Rajesh Pantiwari, pour le mot de la fin, et peut-être un élément de réponse par rapport à cette question de choisir ces batailles, puisque encore une fois, il est difficile d'être sur tous les fronts. Nous avons un profil épidémiologique. Est-ce qu'on l'adapte, on l'adapte pas? Est-ce qu'on va vers le plus facile, ou est-ce qu'on se dit, voilà, c'est peut-être, on peut faire de la recherche, mais aussi pour d'autres personnes. Et si du moment que l'argent rentre au Maroc, ça servira à couvrir nos besoins de santé autrement, c'est aussi une façon de voir la chose. Rajesh Pantiwari. Moi, je pense qu'il faut aller vers les top priorités, comme vous l'avez très bien dit. On peut pas être partout. Donc, il faut chercher comme on dit, les quick wins. Régler les problèmes qui sont là. Aujourd'hui, tout le monde les a identifiés, on les connaît. Les études cliniques sont clés dans le cadre de la recherche et développement. J'espère que l'agence du médicament va pouvoir régler tous ces problèmes de lenteur en termes des autorisations et des homologations. Par rapport à notre diaspora marocaine, on a des gens très brillants à l'étranger qui sont des sommités à l'échelon international. C'est un choix personnel. Pour ceux qui veulent rentrer, on sera ravis de les avoir, parce que c'est le rôle modèle, et puis il y a plein de gens qui vont apprendre de leur expérience. Ceux qui veulent rester, il faut vraiment qu'on capitalise et qu'on sache qu'est-ce qu'on veut d'eux, parce que il faut qu'on définisse quels sont nos besoins, aller vers eux et de leur demander. Ils seront là pour nous aider. Le partenariat public-privé est très important, que ça soit sur le plan local ou sur l'échelon international. Il y a des initiatives qui se font. Il y a une volonté pour la recherche et développement. Il y a des institutions qui sont créées. Il y a des fonds qui ont été débloqués. Moi, je pense que c'est fragmenté. Il faut qu'on, comme ça a été très bien dit, il faut mutualiser. Il faut s'entraider. Comme les économies d'échelle sont très importantes. Même quand on fait une étude, si on va à une cohorte de tout le pays, c'est pas comme si un seul centre qui va le faire. Il faut être solidaire. Il faut changer de mindset, et que la recherche et développement soit un projet national, et qu'on travaille tous dessus. Et puis aussi, il y a une culture de recherche et de développement qu'on doit instaurer au sein de notre pays. Jafar Aikel, professeur de médecine et économiste de la santé, pour le mot de la fin. Deux axes, je rejoins ce que dit Radia et mon ami Hicham. Le partenariat public-privé, il y a des modèles qui ont marché. Dupliquons de façon intelligente, et pas un copier-coller, mais de façon intelligente en fonction des contextes, des régions, des possibilités. Toute la région, il y a 12 régions au Maroc, de Tanger à Gouira. Essayons de dupliquer ce beau modèle qui a été fait sur des régions adaptées en fonction des besoins épidémiologiques. 80% des décès au Maroc, c'est les maladies non transmissibles. Restons opportunistes, mais en même temps pragmatiques. Donc, partenariat public-privé, le privé peut beaucoup nous apporter. Mais la deuxième des choses, si on peut pas gagner de l'argent, essayons d'économiser, par exemple, en matière de prévention. Lorsqu'aujourd'hui nous faisons de la recherche-action en matière de prévention, par exemple le diabète ou l'hypertension ou le cancer, eh bien on va réduire les dépenses aux santé, sachant qu'aujourd'hui 60% des dépenses en santé c'est out of pocket, c'est pas le citoyen. Donc il faut de la recherche fondamentale, il faut de la recherche biomédicale, mais il faut de la recherche terrain, recherche-action, qui permet de réduire les dépenses en santé. Et cette réduction des dépenses, on peut la mettre, encore une fois, c'est un cercle vertueux cette fois-ci, pas un cercle vicieux, et on peut, cette économie qu'on pourrait faire, la réinjecter pour nos futurs chercheurs marocains. Karim Ouldim, pour le mot de la fin, très rapidement, qu'on reçoit via Skype, je le rappelle, depuis Fès. Alors, pour le mot de la fin, au fait, le Maroc a tous les atouts d'être un leader africain en termes de compétences, que ce soit nationaux ou les compétences marocaines à l'étranger. On a tous les atouts. Quand vous cherchez quelques spécialités, même très rares au niveau mondial, vous trouvez des Marocains très compétents et bien placés à l'échelon international, que ce soit national ou international. Alors, en termes de priorité, que si vous faites en Google priorité recherche médicale marocaine, vous êtes plus dans les 1 million de résultats. Donc les priorités sont c'est depuis des décennies qu'on a des priorités. C'est bien, ils sont tous bien, mais les problématiques sont ailleurs. Les problématiques c'est lié essentiellement au côté législatif, la recherche clinique, en termes de statut de chercheur, etc. La liste est longue, mais où il y a des publications de textes d'application qui ne voient jamais le jour. Donc législatif,
tout simplement travailler ensemble. On a beaucoup de plateformes qui sont sous-utilisées, qu'il faut les utiliser, c'est tout. Après, tout viendra systématiquement. 15h34. En tout cas, merci beaucoup à nos invités pour leurs interventions et leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Jafar Heikel, le professeur de médecine et économiste de la santé. Merci également à Karim Ouldim, professeur de génétique médicale et oncogénétique, qu'on a reçu via Skype depuis Fès. Merci à Radia Chmantihouari, experte en industrie pharmaceutique et accès à la santé. Merci enfin également à Hicham Finiri, professeur de génie biomédical de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci encore une fois à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi tentations, c'est jusqu'à 18h. 18h30, ça sera le journal du luxe présenté par Donia Hachem. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alambouché. Merci à Hicham Abkari à la réalisation, Rizan Zahir Dal Ansari à la production. Excellent après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour un autre débat.